France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous en direct. Votre émission, l'émission authentique tous les jours, 16h, 18h. Oui, ici, on n'emploie pas la langue de bois, si vous pouvez le constater au quotidien d'ailleurs dans cette émission. Et ça sera une nouvelle fois d'ailleurs le cas aujourd'hui avec nos deux intervenants que sont Hossein Ras, comme tous les mardis. Salut Hossein. Salut tout le monde. Comment ça va mon ami Hossein? Ça va très bien, ouais, comme chaque avec mardi. Nadir Kaya aussi. Salut Nadir. Bonjour à tous. Bonjour Nadir, de Banlieue Plus, évidemment avec nous sur France Maghreb 2 jusque 18h. Vous connaissez dans la vie les gars, hein? Vous Ouais, avez déjà on se connaît, rencontré. exactement. Ah ouais, tout à fait. Ouais, bon, très bien. Première émission ensemble. Ouais, ravi d'ailleurs, j'attendais ce moment avec impatience. C'est vrai? Ah, très bien. Ça veut dire que ça va débattre. On, Oh, parta- pas forcément. Ah, Bah, il faut que ça ouais, débatte. si- on si partage possible, beaucoup de voir. combats. Exactement, voilà. Il y a c'est des pour combats ça. qui sont communs. Voilà. Exactement. Eh oui, c'est une grande famille, l'équipe LGF sur France Maghreb 2 tous les jours. Alors, Nadir, on va parler de quoi avec toi tout à l'heure dans la vie tranchée? La mobilisation autour des quartiers populaires? Ouais, je vais essayer de rappeler l'importance du fait de s'impliquer en tant que citoyen avec une culture ou avec une double culture et notamment tous les enfants issus de l'immigration et des quartiers populaires. Très bien. Aussi, on va parler de Sarcelles. Exact, on va revenir sur le cas Pupponi. Le Voilà, cap sur ces Pupponi. dernières Parce sorties. que c'est un nouveau, c'est un cas. Sur ces dernières sorties communautaro-médiatiques. Ah, très bien. Coup de cœur, Nadir, t'en as un? Tout à fait, ouais. Oui, tu vas nous parler de quoi? Tu vas nous parler de quoi? Ouais, je dans vais vous ton coup de parler cœur d'un gala de solidarité qui va se faire prochainement le 2 décembre avec l'association IMAD et notre association Banlieue Plus et tout un ensemble de partenaires. Ça se passera où? À Bobigny. À Bobigny. 9-3. Très bien. Et ça va être un livre, toi, ton coup de cœur. mon ami Exactement, je vais vous parler d'un livre qui s'appelle La Gâchette Facile, que j'ai découvert ce week-end et qui a été écrit par Hassan Ben Mohamed. aussi. Ouais. Donc rapidement, c'est un policier c'est un homme qui rentre dans la police justement pour revenir sur le cas qu'a subi son frère, le drame qu'a subi son frère dans les années 80. C'était un crime raciste, on y reviendra tout à l'heure. Comment s'est passé le week-end à Vaux-en-Velin? Très bien, Oui. très bien, très riche en programme, très riche en contenu. On était en plein milieu du quartier à Vaux-en-Velin, beaucoup d'histoires dans ce quartier-là et franchement moi qui suis né en 84 justement, donc j'ai appris beaucoup de choses rien qu'en parlant avec les gens, avec les habitants et franchement ça m'a beaucoup enrichi. Bon, eh bien, vous voulez connaître probablement le sommaire de cette émission? Nadir aussi, nos auditeurs? Oui. Eh bien, ça tombe bien, le voici. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, le maire de la ville de Stein dans le 93 vient d'organiser une vente aux enchères symbolique pour s'opposer à la baisse du budget des collectivités locales. En septembre, le maire de Frontignan, en Hérault, avait également mis ses bâtiments en vente sur le site Le Bon Coin. Coupe budgétaire quand les collectivités locales tournent l'austérité en dérision. 1 milliard d'euros seront débloqués pour les financements du plan étudiant rentré à l'université. Édouard Philippe, le Premier ministre, confirme la fin du tirage au sort. La Fédération palestinienne de football demande à la FIFA d'intervenir alors que Israël organise des matchs en territoires occupés. La question LGF du jour à laquelle vous pouvez répondre évidemment sur Twitter et Facebook. Florian Philippot, ex-FN, envisage de travailler ponctuellement avec Mélenchon. Cela vous paraît-il possible? Vous répondez sur Twitter LGF officiel, sur la page Facebook France Maghreb 2. Libertad, vous avez la parole, alors prenez-la tout à l'heure en fin d'émission au 01 40 33 9000. Le grand forum sur France Maghreb 2 jusque 18h avec Hossein Ras, Nadir Kaya qui sont avec nous évidemment sur France Maghreb 2. On parlera tout à l'heure donc de l'événement de Banlieue Plus le 2 décembre prochain et on va parler aussi de Bibliotest là, ça va faire son retour bientôt là. Exactement, ouais, le 11 novembre. Le 11 novembre, c'est la semaine prochaine ça. Et Ouais, oui. exactement. Ouais. Avec en plus une invitée de marque. Anan Chari. Anna Chari, qui est donc la fille de la première tuée dans les attentats de Nice. Voilà, Fatima, je crois, ça s'appelait. Exactement. Ouais. La Rahma. Ouais. Nous raconter son livre Ma mère patrie. Ma mère patrie. Voilà, va falloir que tu nous le ramènes. On l'a eu au téléphone, plaisir. Anna Chari, mais en tout cas, ça serait bien qu'elle vienne Avec ici. plaisir, je vais Hein. faire mon possible. Ouais. Voilà. Alors messieurs, une petite question du jour que l'on a soumis à nos auditeurs depuis ce matin sur Twitter, mais aussi sur Facebook. Florian Philippot, ex-FN, a proposé de travailler de manière ponctuelle avec Mélenchon. Est-ce que vous pensez que c'est possible? On vous a posé la question et vous êtes 34% à dire oui, 66% à dire non sur Twitter. LGF officiel aussi pour nous parler, hashtag LGF officiel, et sur la page Facebook je vous dirai quelques-uns de vos commentaires bien sûr. Alors messieurs, est-ce que ça vous paraît possible que le deux extrêmes puisse travailler de manière ponctuelle? Bon, moi je vais me permettre de dire une chose très, très simple. En politique, tout est possible. Aujourd'hui, on le voit avec Macron.
une personne politiquement inconnue il y a quelques années, qui se retrouve aujourd'hui président de la République. Donc quand on voit ça, on peut comprendre que politiquement tout est possible. Et avec les discours qu'on entend depuis des années, des discours assez récurrents sur les différents sujets qui nous concernent de près comme de loin, et le changement d'avis du jour au lendemain, ou même des fois dans la journée avec des avis différents, on sait qu'aujourd'hui en politique tout est possible. Le champion du monde du changement d'avis, c'est quand même Manuel Valls. Hein. Ah non, mais lui il est hors catégorie. Non, il est bon le gars. Non. Roselyne, est-ce que ça te paraît possible de voir Philippot, Mélenchon travailler main dans la main? En fait, c'est pas que ça me paraît possible, c'est que ça me paraît pas impossible, on va dire. Ah ouais. En fait, Philippot, c'est pas une grande gueule forcément, mais c'est vrai qu'il a intervenu d'une manière sobre à la télé. C'était un peu le côté social du FN, non? C'est des fois, exactement. Franchement, parfois, je fais pas lui faire de pub, mais parfois on le voyait à la télé, s'il y avait pas marqué Front National en bas dans le petit bandeau et que personne ne connaissait, tu vois, on aurait des doutes. Exactement. Donc, il est un peu plus lisse que Wauquiez, par exemple. Il est un peu plus lisse et il aborde des sujets, tu sais, il a saisi, tu sais, on n'entend pas forcément parler de racisme dans sa bouche. Il est extrême, certes, sur certains cas, oui. Mais vraiment, il a parlé plusieurs fois de cas qui touchaient le peuple, qui touchaient, donc il a touché populairement les gens, je pense, depuis des années. Un discours populiste. Hein. Et c'est pour ça que, quand Marine Le Pen, elle se met à dos ou Collard, ce Philippot, en fait, ils ont du mal parce qu'il a profité d'une médiatisation, massive depuis des années. Au nom du FN justement, et pourquoi? Parce que c'est un bon communicant, faut pas l'oublier aussi, et que comme je t'avais dit plusieurs fois, il a pris un appartement qui était pas loin du studio. Les médias, oui. Ça c'est hyper disponible. C'est des internes, voilà, des programmateurs de BFM et CNews qui m'en ont parlé. Oui, je te dis clairement que voilà, il habite pas loin et qu'on a besoin d'un mec pour intervenir sur tel sujet. Il est là. Chez le Goumi aussi, je crois. Je crois qu'il a eu un petit studio, un truc pas très loin. Ah oui. Je sais pas, on m'a dit qu'il était pas très loin. C'est les deux en fait, c'est les deux que les programmateurs m'ont cité en plus. Bon, chez le Goumi, on le voit plus en ce moment. Ouais, bah tant mieux. Oh, il va revenir avec l'affaire avec Ramadan, je pense qu'il va revenir. Mais il va reprendre sa première place. Mais justement, pour revenir sur Shell Goumi, médiatiquement, il y en a plein qui le croient plus solvable et légitime pour parler sur ça, donc c'est cool. Que ce soit tous les décisionnaires comme les programmateurs et les animateurs des émissions, ils préfèrent. C'est pas faute de les avoir alertés en tout cas. Exactement. On a essayé de faire notre boulot, quoi. Et on peut le faire. Je rappelle vraiment à tous les auditeurs, régulièrement d'ailleurs dans cette émission, lorsqu'on en a un peu marre de voir toujours les mêmes visages ou quand on n'est pas content vis-à-vis de quelqu'un, on peut interpeller les gens directement sur les réseaux sociaux. Twitter notamment est vraiment très bien pour ça. On peut interpeller, je sais pas, des animateurs, des journalistes, des chaînes en l'occurrence, pour leur faire part. J'ose imaginer en tout cas qu'à partir d'un certain nombre de plaintes, ça commence à remonter et puis ça commence à. Moi je peux témoigner dans ce sens-là. Je me suis permis d'interpeller plusieurs fois sur Twitter, voire même pour certains d'aller en bas des immeubles de télévision ou de radio, et je suis tombé sur des personnes qui vous calculaient pas, et puis des personnes qui étaient très sensibles au discours que je pouvais tenir et qui allaient dans le sens de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que si les gens ne se sentent pas représentés, ils se présentent et ils défoncent des portes, et puis voilà, ça fonctionne comme ça aujourd'hui. Il y a des choses qu'on ne peut pas atteindre parce qu'on n'a pas les bons réseaux, les outils, mais quand on a de la volonté, et puis on peut le faire, quoi. Et puis ça reste des êtres humains. Il y a des journalistes qui restent encore sensibles à ce qu'on peut dire. Ou lorsque l'on entend aussi une parole islamophobe ou une parole qui peut être jugée raciste, on interpelle aussi. Alors c'est très simple, vous allez sur le site du CSA, www.csa.fr, qui est l'organe qui est censé faire respecter la loi dans l'audiovisuel, à la télé comme à la radio d'ailleurs. Et puis vous notez bien évidemment les éléments qui sont indispensables, à savoir le nom de l'émission, le nom de l'animateur ou du journaliste, et puis l'heure éventuellement à laquelle c'est intervenu. Donc à partir du moment où il y a plusieurs plaintes, là aussi le CSA fait son travail de vérification et auquel cas échéant prendra des sanctions. Et faire la même chose envers la chaîne. Faut pas hésiter. Tout à fait. Il y a un numéro de téléphone, il y a une boîte mail, il faut envoyer, tweeter avec leur hashtag pour bien que tout le monde le voit et montrer votre mécontentement de manière massive. Il faut que ça soit un réflexe naturel en fin de compte, parce que de se plaindre entre nous en bas de l'immeuble ou ailleurs, ça a jamais fait avancer grand-chose. Ça fonctionne pas comme ça aussi. Le rapport de force, aujourd'hui, il se fait de façon différente. Et donc aujourd'hui, là, tu disais, voilà, c'est un moyen très simple. Ça prend 5 minutes. Des milliers de personnes, ne serait-ce des centaines de personnes qui vont dans le même sens, ça peut aider à faire bouger un peu les choses. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas. Est-ce que Méziane, il a une petite idée sur la question qu'on pose aujourd'hui, à savoir est-ce que Philippot, Mélenchon pourraient travailler ensemble de manière ponctuelle, Méziane, bonjour. Méziane. Allô. Oui, Méziane, c'est pas l'heure de la sieste là, faut se réveiller mon ami. Oui, je viens de me réveiller, c'est bien. Ah oui, bon. Vous m'avez réveillé là avec votre jingle là. Bon alors. Bon, salam alaikum d'abord. Salam.
Bonjour les jeunes là. Bonjour. Les jeunes politiciens là. Bah écoutez, moi je trouve que Philippot a beaucoup d'avenir, ce gars-là. Je trouve que c'est un type qui veut la souveraineté de sa nation, de son peuple, contrairement à tous les autres, mis à part Mélenchon. Je crois que tous les deux pourraient faire un duo extraordinaire pour justement contre le système mondialisé où il n'y a pas de nation, il n'y a pas de culture, il n'y a que du business et on est prêt à s'allier avec n'importe qui du moment qu'on nous préserve nos revenus personnels et égoïstes ou d'une caste disons de bourgeois. Et moi je pense que ce sont les deux personnages de la politique en France qui seraient extraordinaires s'ils arrivaient au pouvoir, mais en étant la main dans la main. Je sais pas ce que vous en pensez. Merci Méziane pour ton avis. 01 40 33 9000. Je pense que vraiment ça se fera pas. Hein. Faut pas. Voilà. En tout cas, ça m'étonnerait. Vous avez vu la mine décomposée de Mélenchon, qui abdique face à Macron en disant que c'est lui qui a le point pour l'instant et que force est de constater. Mélenchon dit, on l'a écouté d'ailleurs dans Zapping hier. Il dit tout simplement que Macron, avec toutes ses réformes pour l'instant, eh bien, est en train de faire du mal et que l'opposition peine à se faire respecter pour le coup parce qu'elle a plus rien à dire, quoi. Ouais, et pourtant il y a des choses à dire, mais en tout cas Mélenchon là pour le coup il est vraiment il est mal, hein, le man. Il cherche le second souffle. Il avait vraiment eu l'impression d'être le meilleur opposant pendant quelques temps, et puis là apparemment il vient de comprendre que c'est pas le cas. Donc à mon avis, il peut-être changer de stratégie, quoi, peut-être. Ouais, tout à fait. Ouais. Bon, allez, on va aller dans le 93 les gars, parce que je voulais vous parler de ce sujet que l'on ouvre maintenant. Des élus locaux qui sont en colère contre les mesures du gouvernement. Ils veulent marquer les esprits, en l'occurrence. La mairie, l'école, le gymnase, le centre médical, la mairie de Stein a procédé à une mise aux enchères symbolique de plusieurs de ces bâtiments samedi 28 octobre. Dans une vidéo, on y voit des comédiens jouer une scène d'enchères juste devant la mairie et des spectateurs donc stanois. Mais si la mairie en tout cas a décidé de dénoncer donc avec humour la baisse des budgets collectivités locales, la situation n'en est pas moins préoccupante pour la commune notamment. On va juste écouter un extrait de cette vidéo qui circule, donc qui a été réalisée par des comédiens. Je m'en mêle les pinceaux tellement les affaires sont bonnes. Avant attention, je le refais. Avant le gymnase Léon Lagrange, totalement rénové pour la somme de 6 millions d'euros d'investissement. Il n'y a plus qu'à poser les valises. Je vais en faire la Vulcani Arena. Un nouveau complexe de remise en forme de luxe, ouvert à tous, et même aux caniches et autres animaux de compagnie, à partir de 500 € le soir. Avec Power Pilate en libre accès? Boîte de nuit ultra select avec les meilleurs DJ de la planète, en show privé. J'achète. Non, j'achète. Pensez printemps. J'achète. Pensez rien qu'à vous. Un QG, un monsieur de monsieur. La boîte de nuit m'a convaincu, on peut l'applaudir. Boîte de nuit. Une boîte de nuit. Voilà, ça se passe devant la mairie de Stein, hein, donc une manière un peu humoristique donc de dénoncer les coupes budgétaires qui sont imposées donc aux mairies, aux collectivités locales. À l'initiative donc de cette idée originale, Asdin Taibi, qui est le maire PCF de Stein, il dit: j'ai aussi dénoncé avec force les coupes insupportables que le gouvernement a annoncées dès cet été, sans aucune concertation, des millions d'euros en Seine-Saint-Denis notamment, 400 000 € sur pleine commune et il annonce aussi 100 000 € sur Stein, soit 12,5% de notre enveloppe 2017. C'est inacceptable et encore une fois, la République a décidé de tourner le dos aux villes et quartiers populaires à ses habitants, écrivait dans un communiqué mi-octobre le maire de Stein et également conseiller départemental de Seine-Saint-Denis. Messieurs, la dénonciation par l'humour, c'est aussi une bonne méthode ? Ouais, moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'y ai été invité, j'ai pas pu y aller parce que j'étais à Vaux-en-Velin, malheureusement. Mais j'ai beaucoup aimé la mise en scène de tout ça. Je pense que c'est la meilleure manière de faire comprendre aux citoyens ce qui se passe. Moi, j'y suis souvent confronté à Sarcelles et je le vois aussi dans d'autres villes quand je vais participer à des actions avec des militants citoyens.
on le voit en vérité, on a l'impression que parce que t'es militant, tu dois te battre pour tout le monde et que c'est normal. Sauf que quand t'expliques au citoyen lui-même qu'il doit se battre pour ses droits et que voilà, il existe ceci, cela, en fait, ils ont du mal à comprendre parce que l'information est peu banalisée. On peut leur dire qu'il y a une baisse de dotation, eux ils comprennent pas forcément ce qui se passe dans la ville. Impacté, donc dans ma ville à Sarcelles, par exemple, quand tu parles de la municipalité en place et que tu la critiques, il y a des citoyens de tes communautés et des quartiers, ils vont te dire non mais le maire il est bien, il y a le tramway. Il a fait le tramway. Tu leur expliques que le transport c'est la compétence de la région, que le tramway c'est la société RATP ou SNCF, ça dépend, que c'est le STIF avec la région qui gère tout ça. C'est très dur à comprendre pour eux. Pour eux, c'est le maire qui le fait. Quand les écoles elles sont rénovées, ils sont super contents. Le maire il est gentil. Non, c'est le projet en rue. C'est un engagement national qui est là en place, même si les présidents. Donc voilà, c'est toujours dur à leur faire comprendre. Et je pense que par la culture de cette manière-là, de manière humoristique, etc., je pense que c'est la meilleure manière de banaliser l'information et que les citoyens s'engagent pour les combats menés par les maires, par les bons maires comme Azdine Taibi, si je peux me permettre. Nadir, c'est une bonne initiative? Bien sûr, déjà c'est une initiative. Donc déjà, je vais rappeler quand même qu'en juillet dernier, lors de la conférence nationale des territoires, Macron avait appelé les collectivités locales à réaliser 13 milliards d'euros d'économies sur la durée du quinquennat. Le président avait en conclusion d'ailleurs promis de ne pas couper brutalement les dotations des collectivités en 2018. Une fausse promesse puisque quelques jours plus tard, l'État décidait finalement d'annuler par décret plus de 300 millions d'euros de dotations qui étaient destinées aux collectivités pour 2017. Des coupes budgétaires qui ne sont pas nouvelles, hein. Donc rappelle le maire de Stein, on n'a pas encore estimé la somme, dit-il, mais toujours est-il que la ville de Stein a déjà perdu près de 3 millions d'euros entre 2014 et 2017 sur un budget de 50 millions d'euros. C'est énorme, a déclaré donc monsieur le maire de Stein chez nos confrères de Sud Radio. Nadir. Non, mais ce qui est malheureux, c'est que les quartiers populaires aujourd'hui en France, ils sont dans une situation telle que normalement un président normalement constitué par rapport aux problématiques qui perdurent dans les quartiers depuis des années aurait tout de suite pris acte de la situation et cherché à faire une table ronde avec différents représentants de la société civile, d'un peu partout, et chercher à trouver des solutions. Et puis là déjà ne pas concerter les maires et agir de cette façon, ça démontre quelque part aussi le mépris que monsieur Macron peut avoir vis-à-vis des banlieues. Et donc c'est toujours pareil, on peut aborder toujours les sujets politiques qui nous concernent de près comme de loin. Tant que les citoyens des quartiers populaires ne prennent pas conscience qu'aujourd'hui la seule façon de se faire respecter, c'est en créant un rapport de force intelligent et au quotidien, on aura toujours des mesures comme ça qui viendront tout doucement retirer le peu qu'on a et qui amèneront tôt ou tard à un choc social qui pourra entraîner éventuellement des révoltes. En tout cas, ça avait été aussi une initiative d'une ville de l'Hérault, je crois, où le maire, pour dénoncer aussi les coupes budgétaires des collectivités locales, avait décidé de vendre des bâtiments sur le Bon Coin, carrément, lui. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal aussi, hein. Ça se passe en Hérault dans le 34. Quoi qu'il en soit, voilà, ils sont nombreux, les maires, à dénoncer ces coupes budgétaires et à ne plus pouvoir faire face, hein, finalement. Et on sait que principalement le département de la Seine-Saint-Denis est un des plus pauvres de France et les villes, évidemment. Et l'un des plus riches. Paradoxalement, c'est l'un des départements les plus riches de France, mais paradoxalement avec une population pauvre. Il est là le paradoxe. Alors, explique-nous ça. Il faut regarder la situation géographique. Le Bourget, différents centres d'activité, l'aéroport de Roissy qui est coupé en 3, une partie donc dans le 9-3, différents pôles d'activité, le Stade de France. Donc c'est un département qui est très riche, très vivant, très actif, qui reçoit beaucoup d'argent, mais bizarrement qui a une population qui est très pauvre. D'accord, d'où effectivement le paradoxe. Un énorme paradoxe, hein, pour le coup. Mais pourtant, la population de ces départements sont les plus pauvres. Et on va dire aussi que l'école n'est pas en reste, hein, parce que tout à fait, ici on le rappelle souvent, mais on est prof tellement il y a un taux d'absentéisme, pardon, et surtout un taux de profs qui ne veulent plus aller dans ce genre de métier, notamment dans ce genre d'endroit. Les profs, pour devenir prof dans Seine-Saint-Denis, 5 de moyenne on te prend, hein. Voilà. Tout à fait, ça c'est véridique, hein, en tout cas. C'est du concret. C'est du concret. Donc voilà, paradoxalement, comme tu l'as si bien rappelé, Nadir, bien joué pour le coup. Un département qui reçoit beaucoup d'argent et une population qui est de plus en plus pauvre. Mais des collectivités comme donc Azdine Taibi, donc le maire de Stein, qui dénonce ces coupes budgétaires, et c'est vraiment énorme. Hein. Faut se rendre compte que, comme l'a dit Nadir juste avant, ils font partie d'un complexe économique phénoménal. Il y a l'EPA,
déjà qui est un des plus riches de France, puisqu'il y a compris Roissy, Euro Disney et compagnie dans le même secteur, et Stein il fait partie, puisque ça démarre du nord de l'Île-de-France jusqu'à l'entrée à Paris. Ils font faire partie du Grand Paris. Ouais. Ils ont le Stade de France à 5 minutes, ils ont Roissy à 5 minutes. En vérité, ils sont à 10 minutes de l'entrée de Paris. Faut se rendre compte que cette situation, elle est pas normale pour des villes comme celle-là. Et ok, il faudrait que Macron se jette un coup d'œil et s'intéresse vraiment à tous les quartiers de France. Mais en priorité, vraiment à ceux-là. Il y a les JO en 2024, il y a le Grand Paris qui s'accélère. Ils pourront pas faire toutes leurs démarches. La seule chose qu'ils pourront faire, qui est confirmée, c'est leur méthode de gentrification. Et c'est prouvé, parce que là, en laissant tomber ces quartiers-là, en laissant tomber les familles les plus pauvres, c'est leur plan qui se met en route pour construire des foyers et pour dégager ces familles-là un peu plus loin, tu vois, des foyers un peu plus aisés, etc. Ouais. Alors, on a Ali qui est avec nous, 01 40 33 9000. Ali souhaitait nous rappeler une information qui est, selon lui, en tout cas, passée un petit peu inaperçue. Salut Ali. Oui, bonsoir Christophe. Bonsoir Ali, tu nous appelles d'où Ali? Du Blanc-Ménil. Du Blanc-Ménil. Je suis sur la route, mais je suis un habitant du Blanc-Ménil. Très bien, alors qu'est-ce qui se passe Ali? Ouais, je te dis, comme il y a une information qui est passée sous silence, même sur les chaînes, les fameuses chaînes d'info, le retrait d'Israël et des États-Unis dans l'UNESCO. Ah oui, le retrait d'Israël et des États-Unis de l'UNESCO, messieurs. Vous l'avez entendu? Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Ici, on en a parlé en tout cas, Ali. Hein. Il y a le fameux avocat Jean-William Goldman, la grande gueule. Ah oui, oui. La dernière fois, il a dit c'est honte à la France, c'est pas honte. Il a dit la France parce que la France, elle a critiqué Macron. Il a dit normalement, il faut pas se retirer, il faut faire ça. Il a dit normalement, la France, elle va suivre les États-Unis parce que c'est une institut qui est contre Israël, qui est ça, qui est ça. C'est du racisme, quoi. Il a dit normalement, la France et les autres pays européens qui critiquent Israël et les États-Unis, ils doivent faire pareil. Se retirer de l'Union. Oui, bon, Goldman, on le connaît, hein. On connaît le personnage depuis des années, évidemment, il s'illustre pas par des propos des plus intelligents. Et la France a pris la présidence de l'UNESCO juste après. Oui, absolument, c'est, comment elle s'appelle, la fille, donc, en face du Qatar, de Azoulay, Audrey Azoulay. Voilà, qui a gagné face au Qatar, effectivement. Merci Ali, en tout cas, de nous avoir rappelé cette info et bonne route, fais attention sur la route, hein. Ok, merci beaucoup. Ah bah là, c'est mieux, tu vois, là, tu nous as enlevé le kit main libre, là, c'est tout de suite beaucoup mieux, Ali, hein. Voilà. Pardon? Je dis, tu nous as enlevé le kit main libre, c'est tout de suite beaucoup mieux pour nos oreilles. Ah, t'as remarqué? Ah, ouais, bah oui, qu'on a remarqué. On a tous remarqué, mon ami. Ah, j'étais sur la route, j'étais avec le Bluetooth, j'étais sur la route. J'ai besoin de mon permis, Christophe. Ah oui, je comprends que t'as besoin de ton permis, évidemment. Bon, salut Ali, à bientôt. Allez, bonsoir et merci, au revoir. Et faites gaffe d'ailleurs si vous êtes sur la route, parce que vous avez vu un petit peu ces sociétés privées qui eh bien maintenant vont verbaliser avec des voitures totalement banalisées. Bah, ça va être compliqué parce que c'est des voitures, en fait, ils ont un trajet que personne ne connaît évidemment à part eux, et ils passent, donc ils vont faire, je sais pas, par exemple Roissy, Paris Centre, puis après ils vont retourner par un autre endroit, et puis donc ces sociétés privées là vont flasher, ils ont un petit truc à l'intérieur que personne ne voit, et ils sont capables de flasher dans les deux sens, hein. Donc une voiture banalisée, tu roules un peu vite ou bah voilà, c'est pour toi sans que tu saches que tu te fais d'ailleurs contrôler, enfin verbaliser pour le coup. Voilà, donc soyez prudents évidemment, et il est toujours bon de respecter les limitations de vitesse. Je me suis quand même toujours posé des questions moi, par rapport à ça. On a un pays frontalier qui s'appelle l'Allemagne, où il y a des limitations de vitesse, mais il n'y en a pas beaucoup. Et ce sont des gens qui roulent très vite en Allemagne, sur les autoroutes notamment, mais qui ont un comportement exemplaire. Quand tu quand tu doubles, ils doublent pas n'importe comment. Ils ont un comportement exemplaire, contrairement à la France. Ici, c'est du grand n'importe quoi sur les routes, hein, messieurs. Hein. Moi, j'ai pas le permis, mais je peux m'en rendre compte en tout cas tous les jours. Hein, Nadir? Ah oui, tout à fait. Ouais, en plus, toi, tu roules à deux roues, toi. Ouais, je fais un peu de tout, du vélo, la voiture, le scooter. Donc j'utilise de tout. Mais c'est vrai qu'après il y a des comportements qui sont condamnables. Mais bon, après c'est de la prévention, c'est un travail sur soi. Bon, le mieux c'est de marcher à pied. Quoique des fois ça peut. Et encore, faut faire attention. Parce que les vélos. Ah ouais, les vélos. Alors les vélos sur Paris, franchement, on a l'impression qu'ils se croient tout permis. Ouais, je te le dis, ça klaxonne, ça insulte, juste parce que t'as pas vu qu'il y avait une piste cyclable, t'as marché dessus un petit peu. Ah non, mais faire attention sur Paris avec les vélos. Ouais, soyez extrêmement prudents. Bon, dans un instant, on va parler avec Nadir Kaya qui va nous faire un appel justement pour les quartiers populaires. Le zapping, et Osinras nous emmènera à Sarcelles, chez lui là-bas, pour nous parler de ce personnage qui se fait remarquer pas toujours dans de bonnes... comment je vais utiliser le terme employé qui lui correspond le mieux? Oui, positivement, jamais voilà. Positivement. Oui, c'est jamais positif. Avec l'ex-maire de Sarcelles, aujourd'hui député, François Pupponi.
On en reparle dans un instant sur France Maghreb 2. Ne bougez pas, restez avec nous. C'est le grand forum LGF 01 40 39 000. Et répondez à la question du jour aujourd'hui. Philippot a proposé, ou on propose en tout cas à Mélenchon de travailler avec lui de manière ponctuelle, bien sûr. Hein. Est-ce que ça vous paraît possible? Vous répondez sur LGF officiel, sur Facebook France Maghreb 2. On ira d'ailleurs voir dans quelques instants quelques-uns de vos commentaires. À tout de suite. Des postures méprisantes vis-à-vis de nous, tout en sachant qu'on a cette capacité à répondre et surtout à être aussi une force de proposition, notamment à travers toutes les initiatives qui existent en France et ailleurs. Merci Nadir Kaya pour cet avis tranché. Je suis sûr qu'aussi là ça te parle. Hein. Ouais, bien sûr à fond. C'est clair, déjà on doit prendre part aux décisions qui sont faites, etc. Et moi je suis pour à fond qu'on enlève tous ces tabous, parce que si on traite pas de ces sujets-là, si nous-mêmes on prend pas des décisions, on crée pas des réunions sur ces sujets et qu'on continue à se taire et à faire à pas parler de ces sujets-là, c'est les autres qui vont le faire à notre place. Des personnes qui ne sont pas légitimes, qui savent pas de quoi ils parlent. Là, je parle de nos sujets à nous, que ce soit en lien avec l'islam, avec les quartiers, avec plein de choses. Aujourd'hui, on voit dans les quartiers qu'il y a plein d'embrouilles entre cités, des coups de couteau, des morts, malheureusement, comme on a pu le voir dans le 19e à Grigny, entre autres. Il y en a encore plein d'autres dont on parle pas médiatiquement, mais à quel moment on va se mettre à table et à discuter et à être force de proposition par rapport au changement dans nos quartiers, par nous et pour nous. Je sais que c'est une phrase qui se dit souvent, mais moi je suis utopiste un peu et je sais que c'est possible. À travers Bibliotest, c'est ce qu'on essaye de faire, créer le débat justement pour que les gens osent débattre, osent parler de leur ressentiment et ce qu'ils pensent, pour ne pas laisser les autres penser à notre place. Voilà, merci beaucoup en tout cas Nadir, cet avis tranché, très bien. Pour le coup. En tout cas, en guise de rappel, parfait. On va passer au zapping avant de parler de Pupponi dans un instant avec Océnaras pour son avis tranché sur les dernières. C'est une vraie série, Pupponi pour le coup. Derniers épisodes pour le député Pupponi, qui fait pour le coup d'ailleurs du communautarisme à outrance. On le verra dans un instant. Le zapping, messieurs dames, avec hier soir dans Stupéfiant sur France 2. Léa Salamé s'intéressait à l'art et au football et elle faisait un zoom sur la statue du coup de boule de Zinedine Zidane alias Zizou. Pour Olivier Giroud, cette statue n'est pas de l'art car elle représente un mauvais souvenir. Pour le joueur, ce n'est pas beau et ça ne reflète pas les choses extraordinaires que le mythique Zizou a accomplies au cours de sa carrière. Écoutez Olivier Giroud. C'est quoi que vous voyez là? Alors là, je vois le coup de tête que Zizou assène à Materazzi. À Materazzi, c'est ça. Coupe du Monde 2006. Est-ce que vous trouvez que c'est artistique ça? Bon, on va dire que c'est artistique parce que c'est... Non, c'est pas artistique parce que c'est pas beau. Ah, alors moi, pourquoi Alors dites-nous pourquoi. Non, parce que c'est un mauvais souvenir et il a tellement fait de choses extraordinaires pour beaucoup de Français que je trouve ça dommage de représenter ça et d'immortaliser ça. Voilà, Olivier Giroud qui trouve ça pas beau. Est-ce que vous partagez l'avis d'Olivier Giroud? Je suis fond d'accord avec lui. Non, je trouve que c'est pas beau comme son jeu à lui. Après l'art. Non, la raison qu'il a donnée, elle est bonne. Ouais. Justement, elle a tellement fait de bonnes choses que faire une œuvre d'art pour Zizou à travers ce geste-là, c'est. Il y a quand même mieux, quoi. Voilà. Après, est-ce que Zizou a donné son accord, je sais pas. Donc, je sais pas. Bon, après, l'art, c'est particulier. Ouais, c'est particulier. Voilà, c'est ça. Vous connaissez Marlène Schiappa? Qui proposition dans la polémique sur la rétrospective Polanski à la Cinémathèque française, la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes estime qu'on doit plus dérouler le tapis rouge aux auteurs d'agressions sexuelles. Roman Polanski, poursuivi aux États-Unis, vous le savez, pour le viol d'une mineure dans les années 70, était hier soir l'invité d'honneur donc de la Cinémathèque. Eh bien, cet hommage passe mal auprès des féministes. Écoutez plutôt. Qu'est-ce qu'on veut? Un procès! Pour qui? Polanski! Si Oser le féminisme a organisé cette manifestation ce soir, c'est pour que cette représentation, cet hommage à Polanski s'arrête, parce que c'est particulièrement insultant pour toutes les femmes victimes, pour même les droits des femmes, de continuer à célébrer un tel agresseur comme l'est Roman Polanski. Extradition pour Polanski! Extradition pour Polanski!
Voilà, les féministes qui se sont fait entendre hier pour cet hommage rendu à Polanski à la Cinémathèque de Paris, messieurs. Est-ce que vous êtes pour le coup d'accord avec la secrétaire d'État? On ne doit plus dérouler le tapis rouge pour Polanski, ça suffit? Bien sûr. Ah bah c'est la moindre des choses, hein. Quand on voit son passif par rapport à toutes les personnes qui ont porté plainte pour agression sexuelle, je pense que c'est le minimum, surtout par rapport aux victimes. Ouais. D'ailleurs, je trouve quand même que la sphère médiatique a quand même, se servant de l'affaire Tariq Ramadan, occulté comme ça de manière tranquille le réalisateur Harvey là, et puis Polanski, on n'en parle quasiment plus. Même pire, on lui déroule le tapis rouge, on lui rend hommage carrément. Ça devient un petit peu gênant quand même, non? Non, moi personnellement, il n'y a plus rien de gênant. Tariq Ramadan, il incarne l'intellectuel musulman, il incarne la communauté musulmane, l'islam. Après, bon, la justice fera son travail, mais aujourd'hui, c'est du pain béni pour beaucoup. Donc, je pense que c'est que le début d'un acharnement qui va être assez violent. En tout cas, il y en a une qui est ressortie du silence, hein, pour le coup, grâce à ça, c'est Caroline Forest, hein, elle est invitée partout là. Ah oui. Oui, voilà. On lui offre un peu d'espace médiatique pour parler de son meilleur ennemi. On continue dans ce zapping avec état d'urgence qui doit prendre fin demain soir. C'est une loi qui va remplacer ce régime d'exception, conformément à ce qu'avait promis d'ailleurs Emmanuel Macron pendant sa campagne présidentielle. Loi qui a été votée à une large majorité, rappelons-le, le 18 octobre dernier. Loi qui a été signée hier par le président français. Alors, mise en scène qui avait été soigneusement rodée, signature hier devant les caméras, en direct sur les chaînes d'infos françaises. Emmanuel Macron expliquant le contenu de cette loi antiterroriste. Écoutez le président français. Hier, c'était vraiment du show à l'américaine. Cette loi donnera la possibilité à nos forces de police ainsi qu'à nos préfets de fermer des lieux de culte lorsque des pratiques inacceptables y sont parfois encore aujourd'hui poursuivies. Elle permettra également d'avoir des mesures très précises pour lutter contre le terrorisme en allant procéder à des saisies particulières, en ayant des mesures individuelles contre des individus identifiés. Nos parlementaires ont rendu cette loi plus forte encore. Elle sera évaluée d'ici 2 ans et ce qui aura à être modifié le sera. Dès demain, cette loi qui permettra de mieux protéger nos concitoyens entrera donc en vigueur. Évidemment avec la signature devant les caméras, donc le show à l'américaine signé Emmanuel Macron. On a dit, tiens, je sais que ça te fait réagir ça. Non, mais c'est toujours pareil. Quand une mosquée où on a entendu un prêche assez violent, on fermera la mosquée. Est-ce qu'on ferme une église quand le prêtre est reconnu comme pédophile? Non, on le vire ou alors on le mute. Mais moi le premier, si un imam a des propos assez violents, d'accord, on l'extrait de la mosquée, mais pourquoi on impacterait tous les fidèles de cette mosquée? Mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Je t'ai vu soupirer aussi. Ah non, au contraire, je suis d'accord. Ah ouais? Ah, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nadir. Ouais. Non, soupirer quand Emmanuel Macron a parlé. Ah oui, parce que voilà, encore en grande fanfare quand ça nous concerne nous, mais en négative, forcément, comme t'as dit, c'est un show à l'américaine, des photographes, des signatures devant tout le monde. En direct etc. à la télé, hein. En direct sur les chaînes d'infos. Hein. Ouais, voilà. Je crois qu'il n'a pas compris ce qu'attendent les Français de la politique aujourd'hui. C'est ça qui est malheureux. C'est qu'il y a un fossé énorme et ça a l'air de marcher. Le problème, il y a beaucoup de problèmes qu'ont les Français. J'ai pas encore entendu Macron parler là-dessus, tu vois. Ouais. C'est ma vision. C'est choquant cette orchestration justement à l'américaine pour vous? Ah oui, non, mais c'est inadmissible parce que les Français attendent mieux que ça. Bon, c'est un candidat qui avait aussi tenu des promesses d'un changement. Bon, il a un peu déstabilisé la gauche et la droite. Tant mieux, parce que bon, quand on regarde un peu ce qu'ils ont fait depuis 30 ans ou 40 ans, oui, c'est pas terrible. C'est pas terrible, oui. Mais bon, beaucoup de Français naïvement peut-être s'attendaient à un vrai changement. Mais aujourd'hui, le changement, il est peut-être dans le style, mais le fond, il est le même. Et quand on voit par rapport au quartier populaire les attentes qui sont là et l'urgence. Il y a une vraie urgence. Le gars, il est toujours pas capable de comprendre que c'est chaud, quoi, que c'est chaud. Fatima est avec nous avant de poursuivre ce zapping. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Je voudrais revenir pour moi c'est une vraie blague, à Monsieur Philippot. Philippot avec Mélenchon, c'est vraiment débile là. Ça n'a rien à voir entre les deux. Et pour Mélenchon, je crois que c'est fini pour lui. C'est plié.
il devrait, bon, maintenant il a, comme on dit chez nous, manger à l'Assemblée, il va prendre pour 5 ans logé nourri. Et donc, moi je pense que c'est fini. Quant à Philippot, moi je pense qu'il n'y aura rien du tout. Je voudrais, Christophe, si vous me permettez, revenir au quartier. Oui, allez-y. Qu'est-ce qui se passe dans les quartiers? Voilà. J'entends vous inviter dire qu'il faut les quartiers. Les quartiers, il faut que eux-mêmes, les gens des quartiers, se prennent en charge. Il ne faut pas attendre que les autres viennent régler leurs problèmes. Je vais donner un exemple. Quand un arrondissement ou une banlieue comme Saint-Denis, où il faut pas cacher, il faut le reconnaître que qu'à Saint-Denis, c'est je sais pas combien de pourcentage de gens de la communauté musulmane, africaine, maghrébine et tout. Alors ces gens-là, il y a eu le vote, ils ont envoyé Madame Clémentine Autain comme députée, alors qu'il y avait d'autres personnes de la communauté qui se sont présentées, et comme ils ne votent pas, donc c'est Madame Autain. Alors Madame Autain, elle va pas faire grand-chose pour elle, elle va s'occuper des choses propres à elle, mais elle va jamais rien faire pour Saint-Denis. Et donc, la politique, c'est pas comme la pizza, chaude et livrée à domicile. La politique, il faut batailler. Il faut batailler pour avoir ses droits. Fatima, voilà. Nadir va te répondre. Enfin, elle va essayer. Bon, je vais pas essayer. Je vais essayer de pas être trop cru. Parce qu'on est des militants actifs. On a soutenu des listes de citoyennes dans différentes villes dites populaires. Oui, justement. Je vais être assez violent. Premièrement, le premier parti, c'est pourquoi ils n'ont pas voté pour vous? C'est ça ce que Non, moi je suis pas politique. Moi je suis un simple représentant associatif. Mais non, je parle des politiques. Excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois. Je parle moi de ceux qui se sont représentés pendant les élections, pour l'Assemblée nationale. Alors à Saint-Denis, ils ont envoyé Clémentine Autain parce que les gens Fatima. On a bien compris, Nadir. Oui, parce qu'en face, les gens sont pas en capacité de présenter des listes qui vont assurer une élection. La politique, c'est très compliqué. Moi, j'ai vu un petit peu ce que c'était en faisant de l'associatif, parce que les politiques s'intéressent énormément à ce qui se passe au domaine associatif, et pour certains, ils s'assoient là-dessus pour dominer un petit peu leur ville ou la région. Donc c'est très vicieux. Et puis je vous dirais franchement que les gens issus des quartiers populaires ou des villes populaires sont pas en capacité de voter pour leur semblable. Ça, c'est très dur à l'admettre. Un arabe ne vote pas pour un arabe, un noir ne vote pas pour un noir. Malheureusement. Ils n'ont qu'à rester dans leurs problèmes. Oui, mais c'est pour ça que moi, je suis encore plus dur vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis des politiques. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure si bien, c'est à nous de se retrousser les manches. Beaucoup le font depuis des années, mais c'est pas suffisant. Aussi, tu m'as pas l'air d'accord. Moi, personnellement, je vote pas pour un arabe parce qu'il me ressemble ou parce que c'est un arabe. Et je le ferai jamais. Non, je comprends, bien sûr. Et non, voilà, non, mais on est bien sûr, on n'est pas contre ce que vient de dire Madame. Mais faut voir le concret sur le terrain, comment ça se passe. Il y a beaucoup de personnes aussi qui se disent citoyens et qui se présentent et qui te ressemblent physiquement, mais qui sont pas forcément les bons. Pour détendre dans ta ville, et dire que personne n'a voté pour eux ou non. Tout le monde n'est pas pareil. Oui, tout le monde n'est pas pareil. Il doit bien avoir quelqu'un de valable dans le lot. Mais si on n'essaye pas. Cette fois-ci, peut-être qu'il sera pas valable, peut-être que la prochaine fois, on aura un valable, mais au moins, on aura quelqu'un. Ouais, exactement. Par contre, que va faire Clémentine Autain? Rien du tout pour Saint-Denis. C'est ça qui me dérange, moi. En fait, les législatives dans le 93, il y a beaucoup de personnes qui se présentent sur les listes. Quand on regarde les partis politiques, ils y sont tous présents. C'est pas facile pour une liste citoyenne de creuser l'écart. Voilà, mais chaque pourcentage est une victoire pour nous. Pour les citoyennes, et pour moi, voilà, même s'ils sont pas élus au final et que Clémentine Autain gagne, s'il y a une liste citoyenne en face et qu'elle fait un petit effort. Samy Débat est un bel exemple quand même. Il est arrivé au second tour. Voilà, exactement. Tout à fait, il y a des exemples comme ça, des bons exemples. Merci Fatima en tout cas pour ce petit coup de gueule. Merci beaucoup Christophe pour votre émission. Je vous en prie. Alors, merci beaucoup. Pareillement, ma chère Fatima. On termine ce zapping avec, on vient à l'actualité judiciaire maintenant en France, avec la perspective d'un procès au pénal qui se précise pour Bernard Tapie, l'homme d'affaires qui est mis en cause dans l'enquête sur l'arbitrage, qui lui a permis de recevoir plus de 400 millions d'euros dans son litige avec le Crédit Lyonnais. Il n'y a en effet plus de procédure en unité dans ce dossier. Dernier recours ont tous été rejetés. Une de ses avocates n'abdique pas pour autant. Elle compte même, lors d'un possible procès, prouver l'innocence de son client, maître Julia Mikowski, l'une des avocates de Bernard Tapie. Nous continuerons à dénoncer les graves manquements procéduraux qui ont émaillé cette procédure d'instruction. Nous ne cherchons pas à gagner du temps. Ce que nous voulons et ce que nous continuerons à demander, c'est à ce que toute la vérité puisse être faite si un jour un procès public devait intervenir dans cette affaire.
Voilà pour l'avocate donc de Bernard Tapie, maître Julia Minkowski, l'une des avocates donc de Bernard Tapie au micro d'Europe 1, messieurs. L'affaire Bernard Tapie, ça fait des années qu'on entend ça. J'ai grandi avec. Ouais, on a grandi avec. C'est un délire. Nadir. Non, ouais, ça nous dépasse, quoi. Ça fait combien de temps que ça dure? Ouais, mais il pourra jamais les rembourser, Bernard. Ouais, mais c'est des combines politico-économiques là-dedans. Il y a eu du business avec des politiques. Maintenant, ils se refilent le bébé. Chacun veut récupérer son dû, mais bon. D'ailleurs, il avait soutenu Sarkozy par opportunisme. Hein, ouais, il s'arrangeait avec lui parce qu'ils comptaient tous un peu. Ouais, ils comptaient tous récupérer un peu d'argent et puis en fin de compte, ça s'est retourné contre eux. Ah oui, Nanar, attention. Ouais, ça me rappelle. Tu te souviens quand même, Nanar, face à Le Pen. Ouais. Hein, avec les camps de boxe, ça avait coûté la place de Paul Amar d'ailleurs. Ouais, tout à fait. À l'époque. Il est parti à cause de ça. Ouais, il est parti à cause de ça, voilà. Ça te rappelle quelque chose aussi, non? Ouais, j'ai vu un docu sur cette histoire. C'était en, je crois, 97, 98 par là. Ouais. Bon, allez, on va parler maintenant. Tiens, finalement, il y a peut-être un lien entre les combines, les politiques véreux et tous ces arrangements et ces magouilles entre ce dont va nous parler Ossine Ras tout de suite dans son avis tranché, l'affaire Pupponi. Jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Ce que souhaite dénoncer Ossine dans son avis tranché, c'est le communautarisme de François Pupponi. Oui, exactement. Alors juste une seconde. Voilà. Oui. Bon, ça veut pas enregistrer, hein, donc. Appuie deux fois. J'arrive pas. Voilà. Donc voilà, ouais, je vais essayer de faire un petit freestyle rapidement pour. Donc je me sens un peu concerné puisque je suis issu de cette ville et je connais assez bien les deux protagonistes de l'affaire. Nabil Koskossi qui s'était présenté il y a quelques années en 2015 aux élections départementales et qui avait fait quand même 10% avec une liste citoyenne dont je faisais partie. Félicitations à nous tous déjà. Comme quoi il y a quand même des victoires qui arrivent. Et en face, François Pupponi, ex-maire de Sarcelles et député renouvellement élu il y a quelques mois. Alors en fait, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire qui en émane depuis le début. En 2014, un groupe d'habitants de Garges et Sarcelles ont décidé de faire une manifestation dans la ville de Sarcelles en défense du peuple palestinien, surtout le peuple gazaoui qui sombrait sous les bombes à ce moment-là et sur les actes dégueulasses de l'armée israélienne à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et donc à la suite à ça, il y a eu beaucoup de conflits politiques. Moi, je préfère dire médiatico-politiques, puisque dans la ville, les communautés se sont arrangées, tout est rentré dans l'ordre. Alors bien sûr, il y a eu des dégâts à l'époque. Il y a eu des dégâts du côté des manifestants, si on peut appeler ça des manifestants, et ça a tourné, on pourrait appeler ça comme une émeute. Suite à ça, il y a beaucoup de journalistes qui ont interviewé beaucoup de personnes, etc. Monsieur Pupponi, à l'époque, déjà jouait avec le feu en traitant d'antisémites les jeunes de Sarcelles, qui pourtant, la plupart n'avaient rien à voir dans les émeutes, puisque beaucoup de personnes venaient de l'extérieur, et a essayé aussi de faire une fixation un petit peu sur Nabil Koskossi et tous les organisateurs de cette manifestation depuis cette époque. Ensuite, l'été dernier, il y a eu un article dans Le Monde qui n'avait rien à voir avec tout ça. C'est un article qui traitait de la culture et du désert culturel qui sévissait à Sarcelles et dont Nabil Koskossi était en premier rôle dans cet article-là. Un grand article qui a été lu par toute la classe politique à l'Assemblée nationale et, à mon avis, ça a créé une certaine frustration chez notre cher monsieur Pupponi. Suite à ça, monsieur Pupponi, sur sa page Facebook, a lancé un post privé, dans ce cas, puisque c'est poste public, mais qui est écrit par lui, qui concerne que lui, où il descend Nabil Koskossi, la journaliste du Monde et le journal Le Monde, il les traite de tous les noms et il désigne Nabil comme quelqu'un de dangereux qui fréquente des réseaux douteux et qu'il est honteux pour un journal comme Le Monde de l'interviewer. Suite à ça, Maître Halimi, pour son client Nabil Koskossi, dépose une première plainte pour diffamation, insulte publique, etc. 2 ans ont fallu pour qu'on arrive jusqu'au jugement d'il y a quelques semaines, et dont Nabil Koskossi est ressorti, dont François Pupponi est ressorti condamné à, alors on dit 3 000 €, mais en réalité c'est 6 000 € de condamnation. Faut savoir, parce que tous les journaux parlent de 3 000 €. Oui, il y a 3 000 € de dommages à intérêts, mais il y a 2 000 € de frais d'avocat et 1 000 € qu'il doit donner à l'État.
à la justice. Donc c'est en total 6 000 euros dont François Pupponi est condamné. Mais c'est pas François Pupponi qui paiera. Ce seront les habitants de Sarcelles, vu que au début, dès que la plainte a été déposée, François Pupponi s'est empressé de faire voter au conseil municipal de Sarcelles le fait que s'il était condamné, ce serait à la ville de payer, puisque sur son post public, sur sa page Facebook personnelle, il parlait au nom de la ville de Sarcelles et c'était pour la défendre. Or, si on revient sur l'article du Monde, c'était bien un article pour défendre la culture à Sarcelles et pour condamner justement ce désert culturel. Ensuite, donc comme vous l'avez vu il y a 2 semaines, le tribunal a condamné François Pupponi à 6 000 euros, ce qui aurait dû le calmer, mais dès la sortie du tribunal, dans une interview accordée aux Parisiens, François Pupponi enchaîne encore certaines insultes et continue à dire que, par exemple, que lui c'est la victime et non le coupable, et que la justice n'a pas fait son travail, etc. Et il décide de faire appel. En rentrant chez lui, il émet un premier post sur sa page Facebook, encore une fois, en parlant de Veldiv, de période de Veldiv, en parlant d'antisémitisme et compagnie, dans une affaire qui n'en a rien à voir. Mais vraiment strictement rien à voir, et il continue à enchaîner les plateaux télé, mais pas n'importe quel plateau. Faut savoir que les télévisions pour l'instant et les radios font un silence, à part le Parisien, sur ce sujet, ou sinon les autres médias n'ont parlé que de l'affaire du tribunal, mais François Pupponi, en tant qu'intervenant, a participé à plusieurs médias qui sont dits communautaires. Donc rien ne l'empêche, au contraire. Donc il a fait Radio Juif, Radio J, hier encore i24 News, et pour pas citer tous les autres. Dans ses propos, il continue à prendre, pour moi, c'est mon avis personnel, à prendre la communauté juive en otage en parlant en leur nom. Il prend en otage aussi la ville de Sarcelles, puisqu'il croit prendre leur défense en s'attaquant à Nabil Koskossi par ces termes. Et ensuite, plus particulier, la communauté juive. Pourquoi la communauté juive ? Parce que sur ces plateaux-là, il dit qu'elle est en danger, que c'est pour elle qu'il la défend, etc., etc. Pour moi, je pense que la communauté juive, surtout celle de Sarcelles, avec qui tout le monde s'entend bien, et dans la ville, il règne une certaine ambiance, une certaine osmose entre les communautés, à part quand les politiciens et les médias mettent de l'huile sur le feu, comme c'est en train de se faire en ce moment. Pour moi, personnellement, c'est très dangereux de jouer à ce jeu-là. Pour moi, la communauté juive et les autres communautés des quartiers sarcellois ne sont pas d'accord avec François Pupponi sur ces différentes démarches, alors qu'il nous prend en otage. Comment il nous prend en otage ? La mairie de Sarcelles vient de publier un tract stipulant que la mairie de Sarcelles, la municipalité et les Sarcellois sont tous derrière François Pupponi. Non, c'est faux. Une grosse partie de la ville et même de la municipalité n'est pas derrière François Pupponi. Pour moi, c'est une prise d'otage médiatique et en communication. Et de la même manière, le PS, le parti du Val d'Oise de notre secteur du PS a aussi émis un tract au nom de Jocelyn Assor, qui est aussi maire adjoint de la ville, attaquant Nabil Koskossi à la limite de manière antisémite, etc., en le traitant d'antisémite à la limite, etc., avec plein de fautes d'orthographe, qui a été distribué sur les marchés de Sarcelles, etc. Donc voilà, moi, je voulais juste créer une petite alerte et appeler à la communauté, à toutes les communautés de Sarcelles à l'Union, pour de vrai, parce que là, c'est joué encore une fois avec le feu. Pendant longtemps, on a nommé cette personne, François Pupponi, en tant qu'exemple de la gestion d'une ville multicommunautaire. Moi, je vous le confirme, ce n'est pas le champion, au contraire, c'est le champion de la division entre les communautés. Et voilà. J'espère qu'on va pas rentrer dans ce jeu-là. Merci Ossine, et Nabil qui viendra et nous réservera sa première réaction sur France Maghreb 2 dans cette émission LGF, qui lui pour le coup a décidé de rester un peu silencieux pour l'heure. Voilà, donc on le recevra en tout cas dès que possible. Dans un instant, on va parler des étudiants, messieurs, dames, et on va parler aussi de quoi d'autre ? Ah oui, on va parler bien sûr d'un sujet extrêmement important. Restez avec nous, vous le saurez dans un instant. Ne bougez pas, Nadir Kaya et aussi Nara sont avec nous jusque 18h. 17h29, bienvenue sur France Maghreb 2, c'est votre LGF. Jusque 18h avec Nadir Kaya et Ossine Ras qui sont avec nous sur France Maghreb 2. La question du jour, je vous la rappelle évidemment, à laquelle vous pouvez évidemment voter, participer, commenter. Philippot qui propose donc à Mélenchon de travailler avec lui de manière ponctuelle, et quelques commentaires d'ailleurs sur la page Facebook France Maghreb 2. Par exemple, Omar qui nous dit: depuis les dernières élections présidentielles, plus rien ne me semble impossible en politique, mais Florian Philippot a quand même cet handicap d'avoir sur le dos l'étiquette à moitié déchirée du FN. Il faudra des années et des positions fermement opposé à l'idéologie de son ancien parti pour que cette étiquette soit complètement déchirée et qu'il soit accepté de ceux qui se disent gauche ou d'extrême gauche. C'est mon avis, l'avis d'Omar sur la page Facebook France Maghreb 2. Et puis Adèle dit oui sur certains dossiers, je pense en tout cas qu'il est possible qu'ils travaillent ensemble. Puis un dernier pour la route, Yann qui dit il mange à tous les râteliers, ce monsieur du
PS en passant par le FN et maintenant du côté de la France Insoumise. Ah, il a été au PS, François? Non, Philippot, je crois pas. Chevènement. Ah ouais. Philippot, hein. Ouais. Philippot. Ouais, Et Noir qui nous dit bonjour Christophe et à vos invités. Je ne vais pas étaler tous les historiques des hommes politiques de l'extrême droite comme devenus les amis de la gauche. La réciprocité est aussi vraie. Son geste est une bonne leçon sur nous. Voilà, un Noir qui nous fait un long commentaire que je vous invite à aller lire sur la page Facebook France Maghreb 2. Et puis un dernier, Ousmane qui nous dit oui, les extrêmes s'attirent. C'est ce que nous dit donc Ousmane sur la page Facebook France Maghreb 2. En tout cas, continuez de répondre à cette question ainsi que de répondre au sondage donc sur le Twitter LGF officiel et pour nous parler hashtag LGF officiel. Avant de parler des étudiants, Karim est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Karim. Bonsoir mon cher Christophe. Bonsoir à tes invités. Bonsoir. Alors, Christophe, t'aurais pu, pour ton histoire de Philippot et l'autre, t'aurais pu attendre le 1er avril quand même, hein, pour nous poser ce genre de questions, parce que là, franchement... Ah non, mais c'est pas un poisson d'avril, là, mon cher Karim. Philippot, qui propose de manière ponctuelle, attention, hein, pas de travailler avec lui tous les jours. Pour l'Europe, j'imagine. Probablement, oui, sur quelques sujets sur lesquels ils peuvent être éventuellement d'accord. Bon, moi, j'écoutais ton émission comme d'habitude, je voulais pas intervenir, simplement, il y a un truc qui m'a fait intervenir, c'est, alors je sais pas, c'est un de tes deux invités qui a dit, pendant longtemps, je me suis pas senti français, et puis tout à coup, je me suis senti français par tel et tel événement. Ben, j'ai appelé pour dire que moi, c'était le contraire, justement. Moi, je me suis senti pratiquement français toute ma vie, parce que bon, moi j'ai un certain âge, j'ai bientôt 60 ans, et je ne me sens plus du tout français depuis à peu près une quinzaine d'années, mais alors, plus le temps passe, et moi je me sens français à tel point que je n'attends qu'une seule chose, la retraite, pour rentrer dans mon pays, pour vivre dans un monde où on ne me traitera plus de musulman. Je me lèverai pas le matin en entendant un musulman il a fait ça, mais oui, mais c'est normal, c'est écrit dans le Coran, regardez, c'est telle sourate, c'est tel machin. Ça, je veux dire, je ne verrai plus de Lydia Gurouche écumer les plateaux en disant qu'il faut réformer le Coran, etc. Sauf que la seule chose qu'elle oublie, c'est le brave dame, c'est 40% du Coran est inspiré de la Torah, parce que l'autre jour sur France Inter, elle attaquait la circoncision, mais pourquoi elle va pas le dire au CRIF, ça? Bon, pourquoi elle va nous le dire Karim, à nous, que le Coran mutile les hommes? Karim ne se sent plus français, hein, donc on a bien compris. Non, mais pas que ça, je voulais dire. Oui. Fatima, je voulais te dire simplement, tu sais, il faut pas voter pour quelqu'un parce qu'il a un prénom maghrébin, parce que moi je me vois pas voter pour un Malek Bouti, pour un Mohamed Sifaoui, etc., etc. Oui, tout à fait. Et donc moi, Clémentine Autain, je la préfère de loin à certains rigolos de la communauté. Moi, il faut voter pour des compétences. Et puis je voulais terminer, on dit, voilà, pour des compétences et pour des gens qui ont envie de faire quelque chose, des gens qui sont pas là pour toucher leurs 8 ou 9 000 euros. Et puis je voulais simplement finir. Vous avez parlé du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Oui, le CSA, oui. Oui, mais vous avez raison, hein, il faut lui écrire, etc. La seule différence, c'est que nous, il faut 20 à 30 000 SMS pour que peut-être ce fameux Conseil sioniste de l'audiovisuel veuille bien se saisir sur une question. Mais quand je pense qu'il suffit au patron de la DICRA ou du CRIF de simplement décrocher son téléphone pour que le Conseil supérieur, enfin le Conseil sioniste de l'audiovisuel intervienne, c'est là la différence, parce que moi je lis la presse. J'écoute les émissions de télé, c'est quand même bizarre. Il n'y a aucun éditorialiste issu des minorités. À croire que dans notre communauté, les gens ne savent ni lire, ni écrire, ni penser. Sauf dans le Grand Forum et sur France Maghreb 2. Tout à fait, Christophe. Voilà. Bon courage. Merci pour votre avis, mon cher Karim. Voilà, bon, un avis bien tranché pour le coup de l'ami Karim. On va parler maintenant, si vous le voulez bien, des candidats au baccalauréat 2018 sont donc fixés. Ils savent, messieurs, à quoi s'attendre concernant en tout cas les règles d'admission à l'université. Le gouvernement, donc, hier, a présenté son plan. Le Premier ministre Édouard Philippe autour du ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, et du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. C'est un plan de près d'1 milliard d'euros qui est le fruit d'un travail de plusieurs mois mené avec les acteurs concernés, étudiants, enseignants, universitaires, recteurs, mais aussi parents. Objectif affiché, réduire les échecs en première année de fac. Et pour y parvenir, eh bien, le gouvernement mise sur une grande mesure. C'est l'une des mesures les plus emblématiques, en tout cas du plan. Le Premier ministre Édouard Philippe confirme la fin du tirage au sort pour l'entrée dans les filières universitaires les plus demandées dès la rentrée 2018. La principale piste pour réformer donc l'accès à l'université est la refonte de la très décriée plateforme APB, admission post-bac,
post-bac. Les bacheliers pourront désormais choisir 10 vœux de formation, donc sont les classés d'ailleurs. Avec l'ancien système, les lycéens devaient hiérarchiser leur choix d'orientation sans même connaître leur chance d'accéder à telle ou telle formation. Pour mettre fin donc à ce flou, chaque candidature sera examinée par les équipes pédagogiques des filières d'enseignement supérieur. Dans la plupart des cas, l'université dira oui au choix de l'élève, et dans certains cas, elle dira oui si. C'est-à-dire si le candidat accède à un parcours adapté qui lui permet de réussir dans la filière qu'il a choisie. Ainsi, les élèves qui auront choisi donc une filière malgré un avis défavorable seront invités à suivre un stage ou une remise à niveau. Le gouvernement espère ainsi mettre fin à l'échec à l'université. 60% des étudiants abandonnent les études dans lesquelles ils étaient engagés. C'est quand même voilà des chiffres qui sont parlants pour le coup. Alors est-ce que c'est une bonne mesure, Nadir ? Non, mais je sais pas, mais il y a toujours le problème de l'offre et de la demande. Après, la sélection, elle va se faire à un moment donné. Donc, tôt ou tard, il y aura toujours le terme sélection. Le problème, c'est que le gouvernement joue encore sur la sémantique, sur les mots. Ils veulent pas dire sélection. Et là, en l'occurrence, par rapport à ce qu'ils proposent, ça reste une sélection. Donc, il y aura toujours beaucoup plus de candidats que de places. Donc, à partir de là, à un moment donné, il va y avoir des critères. Il y a quand même pas mal qui se sont retrouvés sur le carreau, cette année. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, sur cette piste-là, le gouvernement veut aller trop vite. Je pense qu'il faut y aller tout doucement parce que il y va de l'avenir de beaucoup d'étudiants, et qu'à partir de là, je pense qu'il faut vraiment avoir une vraie concertation avec les différents partis, également les regroupements d'élèves, les syndicats, et travailler autour de la table le temps qu'il faudra pour trouver une vraie solution. Là, la précipitation, je pense qu'elle amène pas de bonnes choses. Aussi, ouais, pour moi, ils ont voulu donner une réponse, tout simplement. Ils n'ont pas résolu le problème. Franchement, déjà d'une, on va revenir sur la hiérarchisation. C'était pas un défaut. Je pense pas que les étudiants, moi, pour ma part, en tout cas de parcours personnel, lorsqu'on m'a demandé de faire un choix de manière hiérarchique par rapport à mon suivi à la suite de mon bac, j'ai pas été choqué par ça. C'est normal de faire une hiérarchisation de ma demande. Si au début je veux faire école de commerce, mais que j'ai peu de chances d'y accéder, que je le sais, que je fais un deuxième choix, mais au moins c'est la priorité de mes choix. Peut-être qu'en troisième choix, j'aurais mis un truc qui m'intéressait le moins possible. Là, le fait de ne plus les hiérarchiser, ça voudrait dire que ma priorité, elle sera pas prise en compte. Si ma priorité c'était le 1, 2, 3, puis le 3 au cas où, en cas de force majeure, ce sera plus pris que de cette manière. Tu pourras être admis en 3. Par exemple, directement. Ensuite, pour les 10 choix, c'est quelque chose de positif. Pour moi, le problème de la fac, il se trouve pas du tout là. Le problème, après, je parle de vécu personnel et de certains amis à moi, c'est que on se retrouve à la fac, par surprise ou non, parce qu'on fait des choix BTS et compagnie, et finalement à quelques mois avant la rentrée, à quelques semaines, même quelques jours, on sait finalement où on va être et ce qu'on va faire. On arrive dans une filière à la fac, une école qui est nouvelle, qui est pas du tout calquée sur le modèle du lycée, etc., avec une liberté d'aller dans les amphis ou non, avec des DD à part qui sont, on comprend pas trop, on est 300-400 dans une salle, il y a beaucoup de choses qui changent, et dans l'élève n'est pas adapté, c'est-à-dire qu'il n'est pas formé, préparé à l'avance par rapport à ça. Moi, premier problème, il est là, ça veut dire qu'on choisit souvent la mauvaise filière par rapport au problème de préparation juste à l'avance. On n'est pas préparé à la fac en elle-même, et en plus à la filière dans laquelle on va décider d'être. Deuxième chose, sensibilisation. Juste sur ce point, pardon, excuse-moi aussi. Ouais. Quand on passe par exemple du collège au lycée, on sait qu'il y a plusieurs journées qui sont organisées où les élèves vont visiter le lycée, on vous explique un petit peu le fonctionnement. Là, il n'existe pas. Aussi. Voilà, primaire vers les collèges également. Là, cette transition n'existe pas. Non, elle n'existe pas. Le lycée effectivement et les universités. Exactement. L'université, ça a une forme d'universalité justement et d'ouverture, et l'élève est censé lui-même, quand tu es au lycée, si t'es intéressé par une fac, d'y aller directement. Aujourd'hui, on demande une pièce d'identité à l'entrée des facs. À l'époque, on demandait rien du tout. Tu rentrais dans une fac ou dans un forum comme tu voulais. Donc, c'était une manière de te sensibiliser toi-même à ça. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est par rapport à nos quartiers, c'est qu'il n'y a aucune sensibilisation qui est faite par rapport aux études supérieures, que ce soit au collège ou dans les lycées. Moi, par exemple, on a tous été à la fac, on n'a jamais été appelé par le lycée pour venir faire des trucs de sensible, des ateliers de sensibilisation avec les élèves qui sont là. On l'aurait fait avec plaisir, et je pense bien qu'un mec d'un quartier qui va à la fac ou qui réussit ou non d'ailleurs, s'il y a un lycée, c'est honorable qu'il l'invite pour parler à des élèves de son parcours scolaire. C'est tout ce travail de sensibilisation que moi je reproche pour de vrai, personnellement. Très bien, très bonne remarque en tout cas. On va suivre ça de près, on va voir comment ça va se passer donc pour les élèves qui après le bac vont décider effectivement. Mais il y a quand même un problème récurrent, c'est ce taux d'échec dès la première année de la filière qu'on a choisie. C'est quand même un problème qu'il faut peut-être trouver. Peut-être tout bête, je pensais 100% qui partent, qui abandonnent au bout de la première année. Je pensais tout simplement peut-être à organiser des stages de pratique pour le coup, parce que t'as envie de faire médecine par exemple.
Mais on s'aperçoit, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est mon médecin traitant qui m'a dit, le problème qu'il y a, c'est qu'au bout de 4 ans, dans les 4 premières années, on est vraiment dans la théorie, et qu'au bout de la 4e année, on arrive dans la pratique, et les mecs s'aperçoivent qu'ils ont la peur du sang. Donc c'est un peu emmerdant qu'on a perdu 4 ans. Il faut des stages en immersion. D'études. Il faudrait des stages en immersion. Très bien. Avant même d'ailleurs de choisir un choix, enfin avant de faire une filière, absolument. Si tu choisis une médecine, bah tu vas faire 2 mois là pendant tes vacances, voilà, ou 1 mois de stage pratique où tu vas être amené un petit peu à... Mais je crois qu'il y avait aussi le souci qu'ils avaient évoqué, la valorisation des diplômes. Si tout le monde a le même diplôme, le diplôme n'a plus la même valeur. C'est sûr. Donc quelque part, ils jouaient aussi là-dessus. Et pour en revenir au quartier encore une fois, le problème il est encore plus loin puisqu'il y a un taux de déscolarisation atroce, un décrochage scolaire qui fait peur et dont personne ne se soucie. Et ça fait partie aussi des tabous dont tu parlais tout à l'heure. Tout à fait. Et les conseillères de désorientation. Et puis les facs au rabais dans les banlieues dites populaires, comparées avec certaines sur Paris. Exactement. Il y a des différences de niveau. Et pour rebondir sur ça, je suis très fier d'avoir été à Vitanes. Malgré tout. Très bien. Mais c'est vrai ce que tu dis. Je voulais vous parler d'un 3e et dernier sujet avant de vous écouter pour vos coups de cœur, messieurs. Politique et football ont tout le temps été liés d'ailleurs. Vous vous rappelez qu'en 1960, lors du championnat d'Europe, Franco avait par exemple interdit à ses joueurs d'affronter l'URSS, ancien allié des républicains Espagnols, en quart de finale, provoquant d'ailleurs la disqualification de son pays. 8 ans plus tard, suite à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les pays du Pacte de Varsovie, plusieurs équipes avaient refusé de jouer chez leur adversaire de l'Est en Coupe des clubs champions européen, obligeant d'ailleurs l'UEFA à refaire un tirage donc à l'époque. Un demi-siècle plus tard, la politique fait toujours partie intégrante du football ou vice-versa d'ailleurs, notamment dans l'occupation des terres palestiniennes par Israël. En Cisjordanie, 5 clubs israéliens jouent en effet en territoire colonisé, ce qui est théoriquement interdit par la FIFA. Un club d'une fédération ne pouvant jouer sur une seule d'une autre fédération, sans son accord en tous les cas. La FIFA veut rester neutre, elle, dans les questions politiques, mais la colonisation par le football existe bel et bien, malgré les protestations des ONG comme Human Rights Watch, qui avait estimé fin 2016 qu'en jouant sur des terres volées, la FIFA donc entache le beau football, le sport, donc ce beau sport qui est le football, notamment donc la fédération palestinienne de football accuse Israël donc d'enfreindre les règles de la FIFA, dont l'organisation israélienne est membre depuis quand même, rappelons-le, 1998. La Cisjordanie et la bande de Gaza sont en effet, au regard du droit international, des territoires palestiniens, et donc l'IFA ne peut y organiser des rencontres. Aujourd'hui, la fédération palestinienne, donc par la voix de son président, demande une nouvelle fois à la FIFA d'intervenir. Vendredi dernier, la fédération internationale a voté en touche, assurant que ses statuts lui imposaient de rester neutre dans les questions politiques. Toute interférence dans la situation actuelle des territoires dans toute la région en matière de football pourrait avoir des conséquences aggravantes, a assuré le président de la FIFA vendredi dernier. Quel courage. Ceux qui politisent le sport travaillent selon le programme d'un gouvernement fasciste, comme le nazi donc de Netanyahou. L'inaction de la fédération internationale de football a pourtant des conséquences, rappelons-le, fâcheuses. Les joueurs palestiniens étant régulièrement bloqués au checkpoint israélien, le président de la fédération palestinienne assure que la FIFA ne bouge pas après qu'elle a reçu quand même des menaces de Netanyahou. Le président veut désormais porter l'affaire donc devant le tribunal arbitral du sport. Pour Jibril Rajoui, il y a une violation claire puisque les Israéliens organisent un championnat officiel sur des terres qui n'appartiennent pas à Israël. Même la Ligue israélienne n'ose pas dire que ces terres sont les leurs. Ce qui est politise de sport donc travaille selon le programme d'un gouvernement de Netanyahou. Alors pour le coup, on va se rappeler quand même d'une petite histoire. Notamment une petite histoire qui avait concerné un joueur en 2014, un joueur de foot, donc footballeur palestinien qui s'appelle Ahmed El Qatari, avait été tué par l'armée israélienne, vous en souvenez, dans la bande de Gaza, juste avant son départ pour le FC Barcelone, sans réaction à l'époque de la FIFA. Messieurs, votre avis en 2 mots là-dessus? Il est clair, hein. Non, mais il y a tellement de choses qui ont été dites. Bien sûr qu'évidemment tout est politique. Le football, ça reste le sport le plus populaire au monde, donc à partir de là, ça concerne tout le monde et les politiques ont un œil dessus de façon obligatoire parce que il y a des choses qui dépendent de leur politique et de leur façon d'agir. Après, concernant la Palestine occupée,
c'est compliqué. On leur vole leur eau, on leur vole leur terre, on les écrase depuis des années au vu et au su de tout le monde. Ça ne dérange pas. Donc c'est pas un ballon ou un terrain qui va arranger quoi que ce soit. Malheureusement, la FIFA, là, pour le coup, non, mais la FIFA fera comme tout le monde. Aujourd'hui, il y a un rapport de force qui est quand même assez connu. Je pense qu'il y a rien de nouveau. On n'apprend rien par rapport à ce que vivent les Palestiniens là-bas. C'est un pays qui est sous occupation. Pour certains, pour d'autres, ça ne l'est pas. Donc déjà là-dessus, c'est déjà assez compliqué. Donc de croire qu'aujourd'hui la FIFA va pouvoir prendre une position, non, je pense qu'elle va avoir un intérêt à rester de toute façon neutre, comme beaucoup de personnes. Et elle l'a rappelé vendredi dernier, aussi. Elle veut rester neutre, la FIFA. Elle veut pas. Et c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Ouais. Voilà. Tu l'as rappelé la règle de toute façon. La règle, oui. La FIFA, elle est bien contente quand c'est les autres pays de venir rappeler à l'ordre. Voilà. Politiquement, aucun n'intervient pas, mais quand il faut rappeler à l'ordre un pays par rapport à sa gestion du football, c'est l'autorité compétente, c'est la FIFA. Et il y a pas normalement, c'est ça que je comprends pas. Moi, je voudrais juste, voilà, c'est énervant et c'est frustrant. Ouais, pourquoi ? Parce qu'on parle d'armées d'occupation, de territoire. Régulièrement, il y a des Palestiniens qui sont assassinés parce que c'est des gens qui souhaitent simplement retrouver leur terre. Donc quand on sait ça et quand on voit ce qui se passe en termes d'impunité par rapport aux colonisateurs, franchement, il n'y a pas de surprise. Donc pour un terrain de foot, je pense pas qu'il faille attendre la libération malheureusement de la Palestine. Affaire à suivre, j'ai envie de dire, et on espère en tout cas que la fédération palestinienne ne va pas laisser ça dans l'état et va continuer de mettre finalement devant la FIFA, devant ses contradictions, devant ses responsabilités. Voilà, devant ses responsabilités, absolument. On va passer maintenant, si vous voulez bien, messieurs, à vos coups de cœur, les coups de cœur de Nadir Kaya et d'Osinras. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors on va commencer par Ossine qui nous propose un livre. Tiens, ça tombe bien, demain c'est férié, vous aurez l'occasion de lire. Alors moi je vous le conseille vivement. C'est un livre que j'ai découvert il y a pas longtemps. Il s'appelle La Gâchette Facile. Retenez bien ce nom, il est à lire, il est original. Il a été écrit par Hassan Ben Mohamed qui est lui-même le rôle principal de ce livre-là puisque c'est un témoignage. Alors je vous raconte, je vous remets un petit peu dans la situation. Dans les années 80, donc à 17 ans, lors d'un badal contrôle de police, Lawari Ben Mohamed est assassiné à bout portant par l'un des agents. 30 ans plus tard, 30 ans après que ce drame a marqué toute sa génération, son plus jeune frère, donc l'auteur de ce livre, devient policier et enquête sur le sort de son frère. Alors je vous raconte rapidement, faut savoir que dans les années 80, quand cette personne elle est morte, tuée par la police, un acte de violence policière encore une fois au début des années 80, l'auteur de ce livre est âgé de 4 ans. À ce moment-là, sa famille, puisqu'il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont mis en place pour lutter, pour demander justice et vérité par rapport à ce qui s'est passé, avec de nombreux militants qui aujourd'hui ont créé de grosses associations et ont beaucoup aidé les quartiers et les communautés en France. Cette personne-là avait 4 ans, donc la famille, pour éviter que ce petit jeune frère soit impliqué dans tout ça, l'a envoyé vers une autre famille un peu plus éloignée, avec laquelle il a grandi. Dans son adolescence, quelques années après, il est revenu, mais il voyait plus son frère, donc il n'était pas au courant des circonstances de la mort de son frère. C'est au collège qu'il l'apprendra lors d'un cours d'histoire. En ouvrant un livre d'histoire, il verra les émeutes de l'époque qui se sont déroulées dans sa ville, donc en 82 ou 83. Et là, il voit quelqu'un en train de marcher dans une manifestation dans une photo dans son livre d'histoire avec la photo de son petit frère, de son grand frère. Et là, il comprend, quand il pose un peu plus de questions à son entourage, il comprend à peu de choses près comment il est mort son frère. Quelques années plus tard, âgé de 30 ans, il décide de rentrer dans la police. Et quand il rentre dans la police, son seul et unique but, il monte les échelons, il gravit les échelons et il commence à enquêter sur la mort de son frère. Et il se retrouve à travailler dans le même commissariat que l'assassin de son frère. Je vous en dis pas plus, c'est un livre La Gâchette magnifique. Facile. Et voilà, on essaiera dans quelques mois d'avoir cette personne-là avec nous, je l'espère en tout cas. Nadir, tu vas nous parler toi d'un événement que tu co-organises, c'est ça ? Alors je vais parler d'un événement qui s'appelle le Gala de solidarité en faveur du handicap. C'est un événement qui se fait par le biais de l'association IMAD, qui est une association sur Bobigny. Banlieue Plus se joint à eux par rapport à cette soirée. Donc je vais rappeler simplement qui est IMAD. C'est une association qui a été créée par Rafika Lakelal du côté de Bobigny. C'est une femme qui a un enfant lourdement handicapé, qui à partir de là a décidé d'aider différentes personnes handicapées en Algérie et notamment qui a transformé sa maison en
en institut permettant de rééduquer des enfants fortement handicapés. Donc à partir de là, ce gala va se faire là, le 2 décembre à Bobigny, à partir de 19h, salle Pablo Neruda. Et donc on se joint à cette association pour récolter des fonds et faire parvenir en Algérie du matériel qui aidera ces enfants atteints pour certains de lourds handicaps et qui ont des difficultés à trouver du matériel adapté à leur situation. Donc je rappelle que cet événement, c'est un gala de solidarité qui se passera le 2 décembre à Bobigny à partir de 19h, principalement organisé par l'association IMAD. Je remercie Rafika, qui est la présidente de l'association et qui œuvre pour tous ces jeunes Algériens qui sont soumis à un certain handicap, et nous, avec notre réseau et nos petits moyens, on va s'associer à ce gala et aider à faire transiter du matériel adapté pour des enfants lourdement handicapés. Donc j'invite toute la communauté algérienne à se mobiliser, et également toutes les personnes qui sont sensibles à l'handicap ici et ailleurs. Voilà. Merci Nadir, mais tu auras l'occasion en tout cas de nous en rappeler puisque tu reviendras d'ici le 2 décembre. J'espère que France Maghreb 2 va peut-être s'associer à cet événement, j'espère. Eh bien écoute, on va faire la proposition. Merci beaucoup Nadir, merci aussi. Dans un instant messieurs, Libertad. Oui, vous avez la parole, alors prenez-la. 01 40 33 9000, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, Nadir Kaya, Hossein Ras qui sont avec nous pour vous accompagner depuis 16h, et c'est parti pour Libertad. 01 40 33 9000. Vous avez un truc à dire, un bonjour à passer, réagir à l'émission, un coup de gueule, vous appelez maintenant 01 40 33 9000 pour engueuler Nadir ou Hossein. N'hésitez pas. Faites-vous plaisir, 01 40 33 9000, 00 33 1 40 33 9000 si vous souhaitez évidemment nous appeler de l'étranger pour Libertad. Voilà, donc on est là encore pendant quelques minutes pour vous accueillir si vous le souhaitez. Messieurs, demain je rappelle une émission, un best-of donc puisque demain c'est férié, et demain on vous parlera du 1er novembre 1954. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, salam alaikum. Alaikum salam, votre prénom et votre ville d'appel, cher monsieur. Abdelzak, je suis sur Aulnay, là, je suis dans le camion. Ouais, Abdelzak, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai entendu rapidement, là, mais j'ai pas noté le numéro de téléphone. C'est pour l'association de la dame, là. L'association de dames, quelle dame? Ah oui, pour Rafika. Des fauteuils pour ramener avoir des trucs pour l'Algérie, là, tu sais, l'association pour les handicapés, les enfants handicapés. IMAD, l'association IMAD, ils sont à Bobigny. Vous allez sur internet. IMAD à Bobigny. Ouais, IMAD Bobigny. Et c'est quand le... C'est prévu le samedi 2 décembre à partir de 19h, salle Pablo Neruda, 31 avenue du président Salvatore Allende à Bobigny. Mais on va en reparler, hein. Attends, frérot, s'il te plaît, je pourrais envoyer une annonce là. J'ai un monospace, moi. S'il y a des personnes qui ont des fauteuils et tout ce qui suit avant le 2 décembre, s'ils sont en région parisienne, je peux venir les chercher et je vous les ramène moi le 2 décembre sans aucun problème. Alors moi je peux te donner à la rigueur un téléphone que tu peux contacter, tu vois directement avec les personnes qui sont en charge de l'organisation et voir éventuellement avec eux. Ah je veux bien frérot. Alors 06 51 03 06 51 03 39 09 39 09. Voilà. La personne c'est? Alors là, j'ai pas le nom de la personne parce que comme on est plusieurs associations. Voilà, merci Abdelzak. Bravo pour ce geste de. Je peux juste rajouter une petite chose, c'est qu'il y aura des invités comme Nassim, Tayen, Toufik et une troupe de danseurs. C'est des artistes et des chanteurs. Voilà, qui vont animer la soirée. D'accord. Donc il y aura des chanteurs. Voilà, c'est un peu le principe du gala en fait. Et une troupe de danseuses, tout à fait, un ensemble d'artistes. France Maghreb 2, bonsoir. Les pétroles en train de mondialiser l'Algérie. Quoi? Tu peux d'accord, ok, super. Le pétrole en Algérie. Ok, super, mon ami. Bon, essaye d'être plus précis, concis la prochaine fois, mon ami. 01 40 33 9000 pour intervenir, évidemment. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, Mohamed de Paris. Bonsoir, Mohamed. Bienvenue à toi, on t'écoute. Merci. Je voulais vous remercier pour votre émission que vous avez faite sur le RIF. Et vous nous avez conseillé un documentaire sur YouTube, RIF 58-59. Exact. C'est un très beau documentaire et je conseille à tous vos éditeurs d'aller regarder. Merci Mohamed. D'ailleurs, dans le best-of demain, on va réécouter justement cette émission qu'on a faite il y a 2 semaines maintenant avec Fatima Wassak et Youssef Brakni.
sur le Rif, effectivement. Donc on pourrait le réécouter demain dans le best-of entre 16h et 18h sur France Maghreb 2. Allez, Libertad, peut-être encore un ou deux avant de retrouver l'ami Medjed pour la bonne humeur légendaire de ce monsieur qui va arriver dans un instant sur France Maghreb 2, qui va vous accompagner pour les jeux et pour les petites annonces et pour tout ce qui s'ensuit, quoi. C'est le rendez-vous de la bonne humeur, hein, tous les soirs sur France Maghreb 2. 01 40 33 9000, c'est un truc à dire, c'est maintenant que ça se passe en direct sur France Maghreb 2 pour les quelques dernières minutes. Je sais pas si on aura le temps, allez-y, maintenant 01 40 33 9000. Bien sûr, pour nous appeler, on n'a plus le temps. Ça y est, c'est fini. Il est 18h. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, merci à tous. Merci Nadir, merci Ossine. Et rendez-vous à très vite pour vous, messieurs, hein, sur France Maghreb 2 la semaine prochaine, j'espère tous les deux. Avec plaisir. Allez, bonne soirée dans un instant. L'excellent Medjed, donc, qui va vous accompagner. On se retrouve jeudi en direct, demain pour le best-of à 16h. Il est pour l'heure précisément et exactement à Paris, comme partout ailleurs en France. 18h, l'heure de retrouver le flash de Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Le gouvernement va mobiliser 300 millions d'euros en nouveaux crédits sur 5 ans afin d'améliorer le quotidien des militaires et de leurs familles. Annonce de la ministre des Armées, Florence Parly. Parmi les mesures présentées, la création de 660 logements supplémentaires, de nouvelles places de crèche ou encore l'accès au Wi-Fi pour l'ensemble des militaires et notamment ceux en opération extérieure. Emmanuel Macron se rendra en Russie en 2018. Le président de la République a accepté l'invitation du Kremlin. Sa visite pourrait coïncider avec le Forum économique de Saint-Pétersbourg, selon le ministre russe des Affaires étrangères. Le président destitué Carles Puigdemont a souligné ne pas vouloir demander l'asile politique, mais être en Belgique pour mettre le problème catalan au cœur de l'Europe. Il assure qu'il respectera le résultat des élections convoquées le 21 décembre par Madrid. Dans le même temps, la Cour constitutionnelle espagnole a suspendu la déclaration d'indépendance de la Catalogne. 2 jours après la disparition d'une joggeuse de 29 ans à Gré-la-Ville en Haute-Saône, les enquêteurs ont retrouvé un corps brûlé sans que ce dernier n'ait pu être identifié. Une enquête pour assassinat a été ouverte. L'autopsie du corps sera pratiquée jeudi. Le député La République En Marche de la Vienne, Sacha Houlier, vice-président de l'Assemblée nationale, annonce qu'il va porter plainte pour avoir reçu une lettre anonyme de menaces de mort. Les menaces sont liées à la hausse de la CSG concernant les retraités. L'écart est catastrophique entre les promesses nationales de limitation des émissions de gaz à effet de serre et les réductions qu'il faudrait opérer pour maintenir le réchauffement au-dessous de 2 degrés, selon un responsable de l'ONU. Sport football avec le coup d'envoi des matchs retour des phases de poule de la Ligue des Champions. Paris peut déjà se qualifier pour les 8e de finale au Parc des Princes. Le PSG reçoit Anderlecht dès 20h45. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.